d'être avec nous ce jour de 11 novembre. Bonjour à vous, Geneviève Darrieussecq. Bonjour. Secrétaire d'État aux armées. J'ajoute que vous êtes élu de Mont-de-Marsan. On peut entendre votre petit accent d'ailleurs quand vous parlez. Oui, vous êtes membre du MoDem. Et enfin, vous êtes, je crois, médecin d'origine, de formation. Absolument. Voilà pour la fiche d'identité. Vous serez tout à l'heure, évidemment, auprès du président et de Florence Parly, votre ministre des Armées, pour inaugurer un monument inauguré par définition tout à fait nouveau qui est un hommage aux morts pour la France sur les terrains d'opérations extérieures, ce que vous appelez dans votre jargon les OPEX. On y reviendra tout à l'heure. C'est une haute sculpture qui représente 6 personnes, 5 hommes et une femme, qui sont coiffés avec un képi, un béret, différentes coiffes, le visage grave, et qui portent un cercueil invisible. Et c'est évidemment un hommage pour tous ceux qui sont disparus. Sur ces théâtres d'opération depuis 1963. Donc ça part du Liban au Mali aujourd'hui, en passant par l'Afghanistan, l'ex-Yougoslavie, etc. Déjà, est-ce que vous avez pu retrouver toutes les familles de ces 549 soldats morts pour la France sur ces OPEX? Est-ce que ça a été possible? Parce que certaines morts sont très anciennes. Oui, c'est vrai. Nous avons bien entendu retrouvé les familles sans aucun problème des décédés les plus récents. Mais quand les choses se sont éloignées, des ponts ont pu être coupés avec certaines familles. Donc toutes les familles n'ont pas pu être identifiées. Néanmoins, nous avons largement communiqué afin que toutes les familles, quelles qu'elles soient, puissent appeler un numéro, une plateforme téléphonique qui était tenue par l'Office national des anciens combattants et des réservistes d'ailleurs qui se sont engagés dans ce domaine, afin que les familles puissent appeler, se faire identifier si c'était nécessaire, et afin qu'elles puissent participer à cette cérémonie. Parce que le but était quand même que toute famille qui souhaitait participer à cette cérémonie puisse être accueillie. Toute famille des soldats dont des soldats morts pour la France qui sont honorés aujourd'hui. Et donc il y en aura à peu près combien d'ailleurs qui sera représenté? 250, la moitié? Alors il y a 600 représentants de familles. Tout à l'heure, au parc André Citroën, où sera inaugurée cette statue. 600 représentants, alors je dis 600, c'est peut-être un petit peu plus, de familles qui seront représentées. Si des familles n'ont pas pu avoir de contact, sont à Paris, souhaitent venir, avec une carte d'identité, elles pourront accéder au site. L'idée n'est pas d'exclure, au contraire. L'idée est de rassembler la communauté militaire et de rassembler ces familles. Ces statues, elles sont, je crois, de grandeur nature, à hauteur d'hommes et de femmes, qui sont donc honorés, je crois. Et le but, c'est que les Français, qui la verront dans ce parc parisien, cette stèle, ce monument, se rendent compte du sacrifice que ça représente. On en parle peu, mais il est réel. Ce monument aux morts pour la France en opération extérieure est effectivement d'abord pour les militaires, afin qu'ils se rendent bien compte de l'hommage de la nation pour leur engagement et les sacrifices qu'ils font pour la nation. Pour les familles, bien sûr, un lieu où elles pourront se recueillir et se souvenir, et aussi pour le public, afin que le public soit conscient de l'engagement de nos armées et soit conscient de l'engagement de ces militaires qui se battent tout simplement pour notre liberté et pour notre sécurité. Ils ont le sentiment, parfois, les militaires, de ne pas suffisamment être reconnus dans cette action-là, justement, sur les opérations extérieures. Ils ont l'impression que les Français méconnaissent un peu leur... encore une fois, les risques qu'ils prennent, d'ailleurs. Considérables. Je crois qu'à l'heure actuelle... les Français me semblent assez conscients de l'engagement de nos militaires, sont conscients et savent ce qu'ils font dans ces opérations extérieures. Malheureusement, ça leur est rappelé quand il y a aussi un décès de soldats, puisqu'ils voient les hommages nationaux, et on le voit encore récemment pour le jeune brigadier-chef Ronan Pointeau, décédé le 2 novembre. Il y avait beaucoup de monde sur le pont Alexandre III pour le passage de son cercueil. De sa dépouille. Donc c'est un vrai hommage aussi des Français qui, je crois, sont conscients de cet engagement de nos armées. Alors il y aura une plaque, sur ce monument seront inscrits les 549 noms, dont celui de ce brigadier qui avait quel âge ?
24 ans. 24 ans, qui a donc été tué le 2 novembre au Mali. Combien en ce moment, au moment où on se parle, combien de soldats sur les opérations extérieures? Alors, dans le Sahel, 4500. Ouais. Et au Levant, à peu près 3000. Donc ça fait 4500 plus 2500, ça fait 7000 à peu près en opération extérieure actuellement. Ouais. Évidemment, c'est au Mali, dans cette opération Barkhane, 4500 soldats que le contingent est le plus important. Depuis 2014, cette opération Barkhane, répartie sur une immense bande de désert sableux, pour essayer de contenir l'avancée de Daesh. On voit que ça n'est pas facile, on voit même que c'est plus que compliqué. Daesh n'est pas vaincu, les cellules terroristes se reconstituent. 4500 soldats français, c'est suffisant? Geneviève Darrieussecq, à l'évidence, non. Je crois que ce qu'il faut voir, c'est que la nature du combat a changé. Au départ, Daesh s'était constitué sur un territoire et revendiquait des territoires. Ils ont été chassés de ces territoires, mais bien entendu, ils se reconstituent par petites poches de façon disséminée. En particulier dans cette région-là. Dans cette région-là, du Sahel, avec des passages maintenant vers le Burkina Faso, vers une extension vers des pays de l'Afrique occidentale. Et donc, nous avons vraiment besoin d'abord d'être toujours présents, mais je pense que les armées ont adapté complètement l'évolution de ce combat qui est devenu totalement différent, avec un objectif majeur, c'est d'être auprès des armées des pays concernés, notamment le G5 Sahel, et de faire en sorte de former, de soutenir ces forces armées africaines afin qu'elles puissent elles-mêmes progressivement combattre le terrorisme. Mais c'est tellement vrai que c'est compliqué, même plus que compliqué, que les terroristes gagnent des points, que les militaires maliens ont annoncé ces dernières heures, Geneviève Darrieussecq, qu'elles ont dû abandonner plusieurs positions dans le sud-est du Mali pour se replier suite à des attaques meurtrières djihadistes. Est-ce que 4500 soldats français, c'est suffisant? Je vous repose la question. 4500 soldats français, c'est beaucoup. C'est à l'heure actuelle suffisant, et c'est ce que nous pouvons mettre comme force dans ces pays, mais l'Europe n'est pas absente, puisqu'il y a des forces. Une aide très minime, on le sait bien, c'est une des difficultés justement de cette opération. Il y a néanmoins progressivement des pays qui s'engagent auprès de la France pour envoyer des forces. Il y a même un projet d'une constitution de force spéciale européenne qui a été évoqué par Florence Parly il y a quelques jours. Et je crois que progressivement, l'idée, je le redis, est de pouvoir venir en soutien des armées africaines, de pouvoir les former, de pouvoir les aider en termes de stratégie. Et ce dont vous avez parlé de reflux de l'armée malienne était simplement lié au fait que c'est un changement de stratégie, puisque des petits groupes de soldats face aux assauts isolés, meurtriers des djihadistes. Je confirme, face aux assauts des djihadistes, mais il faut quelquefois mieux être regroupé que isolé par petites poches. Bon, vous voyez la bouteille à moitié pleine dans un enjeu qui est considérable. Je vous repose la question, on la pose à chaque fois. Jusqu'à quand Barkhane? Jusqu'à quand ces soldats français qui prennent des risques considérables au Mali? Je pense que personne n'est capable de le dire aujourd'hui. Ce qui est certain, c'est que c'est une œuvre de long terme, de patience, d'évolution permanente stratégique. Mais je rappellerai quand même que cette lutte contre le terrorisme est essentielle pour notre pays. Nous avons été touchés sur notre sol et nous pouvons encore l'être. Les risques terroristes ne sont pas du tout loin et sont même présents au quotidien en France. Et donc, nos armées sont engagées bien au cœur même du terrorisme sur ces territoires, et nous allons poursuivre la lutte. À propos de risques d'ailleurs, vous m'inspirez une question, parce que c'est vrai qu'on a vu récemment dans la tragédie de la préfecture de police que jusqu'au cœur du dispositif sécuritaire de la France, la radicalisation pouvait gagner des points.
est-ce qu'il y a des militaires radicalisés aujourd'hui? Est-ce qu'il y a de la radicalisation dans l'armée française? Il y a une veille, en tout cas, dans les armées françaises. Est-ce que cette veille a observé des risques? Et est-ce qu'il y a eu des militaires qui ont été identifiés et j'imagine sanctionnés? Je ne suis pas en capacité de vous dire s'il y a eu des militaires qui ont été sanctionnés. Ce que je suis en capacité de vous dire, c'est qu'il y a bien sûr des veilles permanentes, des évaluations permanentes que nous avons, des services qui sont en charge de tout cela, des évaluations quand il faut des habilitations. Oui. Et les armées ont une particularité quand même singulière, c'est le commandement, et le commandement de proximité. Et le commandement de proximité qui fait que le moindre signal faible est bien sûr analysé, transmis, évalué et permet de répondre à cette attention que nous devons avoir. Mais est-ce qu'il y a des risques en tant que tel? Est-ce que de toute façon, par définition, il y a des risques? Par définition, le risque zéro n'existe nulle part. Ouais. Mais ce que je veux dire, c'est que... vous avez des craintes, vous? C'est quelque chose qui vous préoccupe au ministère des Armées? C'est quelque chose qui, depuis longtemps, est dans les radars du ministère des Armées, mais qui se fait de façon quotidienne, qui est un sujet... qui est étudié régulièrement, mais qui n'a pas de retentissement, je veux dire, comment dire, je n'ai pas le sentiment que nous avons des cas de radicalisation tous les jours dans les armées, pas du tout. Vous-même, ce soir, vous allez inaugurer une plaque à l'Arc de Triomphe, de la même façon en hommage à ces soldats morts sur les théâtres d'opérations extérieures. Question d'ailleurs, est-ce que l'Arc de Triomphe saccagé, il y a un peu plus d'un an, un peu moins d'un an, c'était début décembre, dans le cadre des manifestations Gilets jaunes, complètement restauré maintenant? L'Arc de Triomphe a été complètement restauré, oui, assez rapidement d'ailleurs, et c'est à saluer. C'était une journée horrible, ce 5 décembre. J'en ai pleuré. C'était une journée horrible parce que voir ce monument qui est quand même un symbole fort de notre République, ce monument sous lequel la flamme du soldat inconnu brûle en permanence et ravivée tous les soirs par les commissaires de la flamme, voir ce monument saccagé, ce monument maltraité, ce monument... Enfin, bon, voilà, j'ai été très... Vous avez été ému ce jour-là? Très ému. Ému aux larmes. Et bon, maintenant, il est restauré. Est-ce que ça pourrait se passer de la même façon? Ou est-ce que, de la même façon, il pourrait y avoir des débordements qui aboutissent au même résultat? Je crois que les forces de l'ordre ont pris toutes les dispositions pour que dans les manifestations suivantes, les choses, le monument soit protégé. Mais je trouve incroyable qu'il faille protéger dans notre pays ce monument, symbole de notre République, symbole aussi de tous ceux qui ont donné leur vie pour notre liberté, notre démocratie. Je trouve ça absolument effrayant. Alors c'était une période très particulière, une période singulière, les manifestations successives des Gilets jaunes. La France est apaisée depuis ou pas? Est-ce que la France a retrouvé de la sérénité de votre point de vue ou non, dans le fond? Je ne trouve pas la France très sereine. On sent bien des crispations dans beaucoup de domaines, des crispations dans beaucoup de pans de notre société. Je pense qu'elle est majoritairement quand même apaisée de cette violence que l'on voyait tous les samedis après-midi. Néanmoins, on sent bien des crispations. La manifestation d'hier à Paris, c'en est une. C'est une manifestation des crispations, manifestation contre l'islamophobie, bon, qui a rassemblé entre 10 000 et 13 000 manifestants. C'est une manifestation qui vous semblait légitime d'ailleurs contre l'islamophobie? J'ai pas compris cette manifestation. Je n'ai pas compris le sens de cette manifestation. On m'aurait parlé d'une manifestation pour la laïcité qui ouvrait les bras à tous. J'aurais compris le sens d'une telle manifestation, mais là, je n'ai pas compris. Je pense que ceci était complètement hors jeu. Et les politiques qui se sont inscrits dans cette manifestation
n'ont pas été voilà, dans le champ républicain. Ils sont sortis du champ républicain. Dans notre société laïque. Vous savez, dans les armées, nous avons un traitement de la laïcité qui est absolument exceptionnel, dont pourraient d'ailleurs s'inspirer beaucoup de pans de notre nation. C'est-à-dire, nous avons des militaires catholiques, des militaires musulmans, des militaires juifs, des militaires protestants. Eh bien, ils sont d'abord soldats. Ils sont là pour défendre la patrie, ils sont là pour l'honneur de la patrie, ils sont là pour le drapeau, ils sont là sous un commandement, mais ils peuvent, bien entendu, pratiquer leur religion en toute liberté. Et nous avons des aumôneries de tous les cultes. Et à propos des cultes, une seconde, Geneviève Darrieussecq, pour revenir à cette manifestation. Hier, on a vu une étoile jaune sur le pan d'un vêtement d'une enfant. On l'a vu sur un autre garçon de la manifestation. On a vu aussi sur des affiches une étoile jaune qui semble dire que finalement, aujourd'hui, les discriminations que peuvent subir les musulmans, c'est la même chose. C'est une honte. C'est la même chose, pardon, que les nazis. Que le traitement que les nazis avaient réservé aux Juifs. C'est une honte, dites-vous ? C'est une honte. C'est une honte pour notre République de voir cela. C'est une honte pour la mémoire de tous les Juifs qui ont péri dans les camps de concentration. Nous fêtons l'année prochaine le 75e anniversaire de la libération des camps. C'est une honte. C'est vraiment, j'ai été scandalisée de voir ces images. Ce qui me fait peur dans notre pays, c'est que nous avons l'impression que les mots sont utilisés à mauvais escient, les symboles à mauvais escient, qu'il y a un amalgame, un mélange des genres qui est difficile à supporter. Et j'ai été très, très, très choquée de voir ces images. Et vous dites, Jean-Luc Mélenchon, les députés, Esther Benbassa, Philippe Martinez aussi, Yann Brossat, le communiste du représentant communiste au Conseil de Paris, ils sont sortis du champ républicain. Je pense qu'ils sont là pour défendre la laïcité et la République. Ils sont là pour rassembler et là ils divisent. Et là ils divisent. Et j'ai le sentiment qu'en fait, peut-être qu'on a augmenté le communautarisme alors que notre but est de lutter contre le communautarisme. Donc ils ont fait le contraire du but qu'ils prétendaient vouloir atteindre. Geneviève Darrieussecq, un tout petit mot. Mont-de-Marsan, vous avez été maire longtemps de la ville. 9 ans, avec grand bonheur. Eh bien, il s'est passé quelque chose chez vous qui se passait assez classique. Vous avez laissé à un adjoint votre place pour entrer au gouvernement. Et puis maintenant, il dit, j'y suis, j'y reste. Et éventuellement, il y avait concurrence avec vous qui voulez aussi vous présenter à Mont-de-Marsan, parce que vous êtes conseillère municipale, vous voulez continuer. Bon, il y aura 2 listes, lui contre vous, où vous allez réussir à faire cause commune. Pour Mont-de-Marsan. Moi, ce que je souhaite, c'est que ça fonctionne à Mont-de-Marsan. Et pour que ça fonctionne à Mont-de-Marsan, il faut que nous soyons ensemble, avec toutes nos compétences. Mais lui, il n'a pas envie d'aller avec vous, il veut être tout seul. Oh, je crois que oui, quand même, il va avoir envie de venir. Monsieur Charles Daillot. Charles Daillot. Si, il va avoir envie de venir avec moi. Moi, ce que je souhaite, c'est continuer à être un pied dans ma ville, parce que je crois qu'il ne faut surtout pas perdre la réalité du terrain. Mon expérience de maire m'est précieuse, mais précieuse actuellement au gouvernement. Je circule beaucoup dans la France et c'est précieux d'avoir été maire et de connaître les sujets, de connaître la société. Et donc, je veux continuer avec lui. Mais pas en tête de liste. Vous ne voulez pas redevenir maire? Non, je ne veux pas. Vous ne voulez pas quitter le gouvernement? À l'heure actuelle, je ne veux pas redevenir maire ni quitter le gouvernement. Merci beaucoup Geneviève Darrieussecq d'avoir été ce matin sur le plateau d'LCI. C'est à vous Pascal.